Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, je suis François Baume, je suis le président de l'AMRAE, l'Association pour le management des risques et assurances de l'entreprise. Donc, je vais vous parler d'assurance cyber. Alors, j'ai des slides, mais ça passe pas, donc j'attends un peu la technique, mais on peut quand même commencer. Je ne sais pas si vous connaissez l'AMRAE, probablement pas. Donc, l'Association pour le management des risques et assurances de l'entreprise, c'est une association qui regroupe les professionnels des risques et des assurances en entreprise. Donc des gens comme moi qui sont en charge de la gestion des risques, parfois la gestion de crise, la gestion des assurances et un certain nombre d'autres sujets périphériques. Donc on est plutôt du côté soit finance, soit juridique, secrétariat général, mais on travaille de manière assez étroite avec les équipes cybersécurité. Et donc le sujet du jour, mon sujet du jour, c'est finalement comment assurer le risque cyber dans un marché qui est un peu particulier. Le marché de l'assurance cyber, il a ses spécificités, et dans un environnement, dans un contexte que vous connaissez probablement mieux que moi, qui est un contexte de montée d'un certain nombre de risques, risques qui sont de plus en plus interconnectés et systémiques. Donc cette association, elle est riche de plus de 2000 membres et elle travaille pas mal, travaille assez fortement et notamment sur le risque cyber. Depuis 5 ans, on a lancé, et chaque année on publie en mars-avril, un panorama, un observatoire en fait de l'assurance cyber qu'on appelle Lucie, pour Lumière sur la cyberassurance, qui est accessible à tous. Vous pouvez le trouver sur le site de l'AMRAE, amrae.fr. Et Lucie nous livre un certain nombre de choses sur le marché de l'assurance cyber. Donc j'ai les chiffres sous les yeux. L'étude est publiée en avril, ce qui veut dire qu'on a collecté des informations auprès des différents courtiers d'assurance, qui sont les intermédiaires entre les assurés, les acheteurs d'assurance et les assureurs et les porteurs de risques. Et donc on fait cette collecte entre février, après les renouvellements du 1er janvier, et le mois de mars. On analyse les éléments qu'on a reçus, et ensuite on publie l'étude en avril pour donner une vision du marché de l'année précédente. Donc l'étude 2025, qui analysait l'année 2024, nous donnait un certain nombre d'enseignements. Donc on avait un assouplissement un peu historique d'un marché. Ce marché de l'assurance cyber, il avait beaucoup monté en termes de prix, les franchises aussi avaient monté, les garanties qu'on pouvait acheter s'étaient un peu contractées. Et donc 2025, on avait déjà un assouplissement, avec des taux de primes qui étaient en baisse en moyenne d'à peu près 18%. Et un taux de pénétration qui augmentait. Les constats des études précédentes, c'était que les grands groupes s'étaient bien assurés, mais après, quand on descend dans le tissu économique, ETI, PME, là, le constat était un peu différent. Et on a, entre 2024 et 2025, une augmentation du nombre d'ETI et de PME qui sont assurés, 32-33% de hausse pour le segment des ETI et pour le segment des PME, ce qui est plutôt une bonne chose. Au global, ça reste un petit marché. Le marché français collecte 317 millions d'euros de primes, toutes catégories d'entreprises confondues, grands groupes, ETI, PME, toutes petites entreprises et également collectivités locales. Donc c'est pas un très gros marché. 317 millions d'euros de primes collectées. Ouais. Donc pendant la pause technique. Donc petit marché, 317 millions d'euros de 317 millions d'euros de primes collectées. Trop près encore, ok. 55 millions d'euros d'indemnités versées. Donc un ratio sinistre à prime qui est le ratio des sinistres payés par l'assureur sur les primes qu'il a collectées, donc l'efficacité du dispositif, autour de 17%. Ce qui est un ratio qui est assez bas pour le marché d'assurance. Normalement, c'est plus haut, c'est plus aux alentours de 50-60, où là, le système est bien réglé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'on a une dynamique qui est encourageante. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'assurent, mais un marché qui reste précaire, avec quelques sinistres majeurs, mais pas beaucoup, et avec du coup une dynamique d'indemnisation qui reste assez limitée. Donc ce marché, il est volatile, il est très soumis à des cycles, comme un peu tous les marchés de l'assurance, mais celui-là plus particulièrement du fait de sa faible taille. Donc on a des cycles d'assurance. Ok, c'est vous. C'est l'intervenante précédente qui a saboté le... J'avais pas testé ça, effectivement. Donc un marché volatile, avec des cycles plus prononcés que dans d'autres marchés, et un marché asymétrique, dans le sens où il y a une collecte de primes assez faible et une exposition pour les assureurs qui est finalement très élevée. Ah mais voilà, parfait. Désolé pour ça. Aucun souci, vous inquiétez pas.
Bon, c'est quand même mieux avec des slides. Voilà, donc l'étude dont je vous parle, c'est celle-ci, l'étude Lucie, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de l'association et qui vous livre ces informations. Et l'étude 2026 sur les données 2025 est en cours de réalisation et elle sera disponible en avril, également gratuitement en français et en anglais. Donc si vous avez besoin aussi de la diffuser dans votre organisation à l'étranger, c'est tout à fait possible. Donc les enseignements, ce qu'on disait, année positive, des nombres de souscriptions en hausse, mais le marché reste quand même petit. Donc c'est un marché qui est très fragile. Donc je vous disais 317 millions d'euros de primes collectées. Si vous avez suivi les événements qui se sont passés en Europe, les événements cyber qui sont passés en Europe à la fin de l'année, Market Spencer 450 millions d'euros de livres sterling pour partie assurée. Jaguar Land Rover 2,2 milliards de livres sterling. Donc avec nos 317 millions d'euros pour l'intégralité du marché français, c'est pas beaucoup, sachant que quand on parle de marché français, moi je travaille pour un groupe qui est présent dans 40 pays, qui fait 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On achète notre assurance en France, mais pour l'intégralité des pays du groupe. Donc ça veut dire que moi je vais acheter une couverture en France pour couvrir l'intégralité de mon groupe. Ça rentre dans ces 317 millions d'euros de primes. Les 317 millions d'euros de primes, ils ne sont pas dédiés à la couverture de risques qui surviennent sur le territoire français. C'est vraiment les entreprises françaises qui achètent pour leur périmètre partout dans le monde. Donc ça reste un très petit marché, assez précaire. Le sinistre Jaguar Land Rover, donc 2,2 milliards, 317 millions d'euros, vous faites la multiplication, avec un seul sinistre, on a balayé 5 ou 6 années de souscription de marché, donc on ne va pas aller bien loin. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un marché qui se recompose au niveau des franchises et au niveau des limites que les entreprises peuvent acheter. On a des informations qu'on va publier la semaine prochaine sur les premiers résultats un peu juste postérieurs au renouvellement du 1er janvier 2026. Et ce qu'on voit dans ces enquêtes, alors ce n'est pas la même enquête, l'étude Lucie, c'est l'étude faite avec les courtiers. Donc on adresse l'intégralité du portefeuille des courtiers français, donc toutes les entreprises. Là, on a questionné nos membres, donc des risk managers comme moi, et on a 100 risk managers sur les 1100 risk managers de l'association qui nous ont répondu et qui ont indiqué comment s'était passé le renouvellement de leur programme cyber au 1er janvier 2026. Ce qu'on constate, c'est des baisses de primes, parfois très significatives. On peut aller jusqu'à moins 30, moins 40% de baisse au renouvellement 2026. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est cyclique, je vous l'ai dit. Il n'y a pas eu beaucoup de sinistres en 2024 et en 2025 indemnisés par les assureurs. Donc la collecte de primes, elle est restée chez les assureurs. Elle n'a pas été rétrocédée aux assurés. Et c'est un marché qui s'était pas mal corrigé après 2020. 2020, ça n'a pas été une très bonne année pour l'assurance cyber en France. Il y a eu beaucoup de sinistres payés. Et du coup, suite à ça, il y a eu des corrections. Les assureurs sont devenus beaucoup plus stricts sur les conditions d'accès à l'assurance. Ils ont demandé un certain nombre de mesures de prévention obligatoires, une visibilité sur les feuilles de route des entreprises. Et du coup, ils ont apuré un peu leur portefeuille. Et finalement, après 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, les années ont été un peu meilleures graduellement. Donc, ils ont une masse de primes non dépensées pour payer des sinistres qui leur a permis d'être agressifs sur les conditions. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que le marché de la réassurance, l'assureur, il va m'assurer moi, entreprise, mais lui-même se réassure, parce que les risques sont trop gros pour qu'il les porte tout seul. Donc il se réassure auprès d'un réassureur, de plusieurs réassureurs, et c'est un marché qui a sa propre dynamique et qui est aussi baissier, notamment sur l'assurance cyber. Donc l'assureur va acheter moins cher sa protection. Donc il est d'autant plus enclin à faire une offre compétitive sur un assuré qui coche les cases techniques qu'il veut lui voir cocher. Et donc du coup, ces deux paramètres augmentés de tous les progrès qu'ont fait les assurés ont créé une nouvelle compétition. Il y a des nouveaux entrants sur le marché de l'assurance cyber en France qui ont contribué finalement à cette dynamique qui a conduit à des baisses de primes, des baisses de franchise, des garanties qui ont été un peu augmentées. Et pour certains assurés, les baisses ont été tellement significatives qu'ils ont réinjecté une partie de la baisse dans un achat complémentaire de capacité. Donc voilà, donc c'est un marché qui est cyclique. Ce cycle baissier qu'on a commencé à constater l'année dernière, qui se confirme cette année, il ne va pas durer ad vitam aeternam, il va probablement durer un cycle, peut-être grand maximum 2, mais entre-temps, il va se passer des sinistres, il va se passer des corrections, et il faut que chaque entreprise se prépare. Se préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir sur la prévention. Si elle est déjà assurée, optimiser son montage, ça c'est possible. Et si elle n'est pas assurée, essayer de s'assurer maintenant que le cycle est baissier, que les assureurs sont un peu sous pression de la compétition, pour
accéder au marché plutôt que d'accéder au marché dans un secteur, dans un cycle haussier où les assureurs seront beaucoup plus regardants sur la qualité du risque et sur les éléments à prendre en compte. Donc le marché se développe toujours un petit peu, mais moins que les années précédentes. On va voir ce que nous dit l'étude pour 2026, sur l'exercice 2025, mais tant que ce marché ne se développera pas, il restera précaire et ce sera assez compliqué d'avancer collectivement. Donc là, on a parlé un petit peu du marché et de l'étude Lucie. Donc ce marché, il a 3 caractéristiques qu'il faut garder en tête. Il est limité, il est en croissance, mais moins forte aujourd'hui, et du coup, le corollaire, il reste fragile. Si on regarde, le deuxième paramètre que j'ai évoqué un petit peu, c'est la volatilité. Pourquoi on a cette volatilité aujourd'hui? Pourquoi les assureurs avancent quand même avec des pincettes sur ce marché? Parce qu'en fait, on a plusieurs paramètres concomitants qui influent sur le profil de risque des entreprises. On a ce que j'ai appelé l'industrialisation des ransomware. Donc ça, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le vivre, pour avoir une opinion là-dessus. Donc les ransomware, c'est des attaques qui sont devenues beaucoup plus professionnelles, qui sont scalables et industrielles. C'est des choses qu'on ne voyait pas forcément avant ou pas dans ces magnitudes-là. Donc c'est accessible. Il y a aussi une accélération des accumulations et des dépendances systémiques. Alors, il y a des failles dans des composants partagés, un fournisseur de cloud qui est utilisé de manière un peu massive, un outil de supervision aussi utilisé de manière massive. Tout ça finalement fait que potentiellement des milliers, voire des millions d'entreprises sont exposées, et l'assureur il voit ça, et l'assureur c'est quelqu'un qui va raisonner en termes de cumul. Un assureur, qu'il soit habitation, automobile ou pour des entreprises ou pour du risque cyber, il va essayer de gérer ce qu'on appelle ces cumuls, le fait qu'un même événement puisse l'impacter massivement dans beaucoup de géographies. Donc ça, c'est des choses qu'ils vont regarder. Et aujourd'hui, ce côté un peu systémique, c'est quelque chose qui prend de l'importance et qui prend de l'importance dans les analyses des assureurs. Ce qu'on voit aussi monter, c'est un usage qu'on peut qualifier d'offensif de l'intelligence artificielle qui augmente la vitesse, la précision et l'automatisation des attaques. Et du coup, les victimes, nous, entreprises, on est touchés par ça et par ricochet, nos assureurs aussi. Et le dernier paramètre qui explique cette volatilité, c'est la pression réglementaire qui augmente en Europe, mais pas que, qui augmente aussi en dehors de l'État. Cette pression réglementaire, elle va faire monter les exigences des États, des différents régulateurs. Ça va aussi faire monter les exigences des clients, de vos clients à vous. Et donc du coup, toute cette pression structure aussi un petit peu les attentes des assureurs, parce que les assureurs, pour une partie de ce qu'ils vont assurer, ils vont assurer les responsabilités inhérentes au risque cyber que porte l'entreprise. Et donc ces responsabilités-là, du coup, elles ont tendance à augmenter du fait de la pression, de l'augmentation de la réglementation. Alors moi, je n'ai pas assisté à toutes les journées, mais j'ai vu dans le programme qu'il y avait un certain nombre d'ateliers sur ces sujets-là. Donc ces 4 moteurs de la volatilité du risque, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent la prévision actuarielle difficile. L'assureur regarde le passé pour essayer de prédire un petit peu l'avenir. Le risque cyber, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'y a pas un passé très long. Il n'y a même pas une dizaine d'années assez pauvres en fait en événements. Donc il n'a pas beaucoup de choses pour nourrir sa modélisation. Et en plus, il y a un certain nombre de facteurs très mouvants, très dynamiques, qui font que le passé n'éclaire pas vraiment l'avenir. Donc l'assureur, quand il est face à un risque de cette nature-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des marges de précaution plus importantes, il essaie de trouver des méthodes alternatives de modélisation pour remplacer la modélisation traditionnelle qui marche pour de l'assurance dommage, l'assurance des bâtiments, pour de l'assurance habitation, pour l'assurance notre assurance maladie, etc. Là, il y a des modèles historiques qui fonctionnent. C'est moins vrai pour le risque cyber. Donc le marché qui est cyclique, la volatilité du risque qui devient intrinsèque. Et du coup, il y a quelques principes fondamentaux qu'il faut essayer de garder en tête, qui guident finalement les actions de prévention et par voie de conséquence l'assurance. Donc pour construire votre résilience, il faut investir sur un certain nombre de fondamentaux au préalable du transfert vers l'assurance. Une assurance efficace, une assurance cyber ou même une assurance tout court, elle ne sera efficace finalement que si on a déjà identifié, évalué et hiérarchisé le risque, et si on a travaillé sur ce risque pour essayer de le réduire sa fréquence, réduire son intensité, réduire les deux si possible, et essayer finalement d'arriver à un niveau de risque plus résiduel, plus bas, avec lequel on va vivre un certain temps, et c'est ce niveau de risque-là qu'on va essayer de faire financer par l'assureur. Et là, l'opération fonctionne. Si vous n'avez pas fait cette chaîne
de traitement, l'assurance ne sera pas efficace, sera dans certains cas même pas accessible. Donc il va falloir mettre en place ou mettre en évidence à tout moment auprès de l'assureur tous les contrôles essentiels que vous avez pu mettre en place, les MFA, les EDR, etc. Ça, vous le savez mieux que moi. Donc ces mesures ne sont plus du tout optionnelles. Elles conditionnent l'assurabilité. Donc vous l'avez fait, il faut l'expliquer à l'assureur, il va falloir décrire ces éléments-là à l'assureur. L'assureur, c'est votre partenaire, il faut partager de l'information avec lui. Sans transparence, vous aurez une assurance qui sera inadaptée ou qui ne sera pas forcément pérenne dans le temps. Il va accorder aussi beaucoup d'importance à la gestion des identités et des privilèges. Comment vous limitez les droits, comment vous segmentez, comment vous révisez les accès, à quelle fréquence, etc. Parce que finalement, il se rend compte, l'assureur, dans le peu d'historique qu'il a, il se rend quand même compte que la majeure partie des intrusions, elles exploitent un identifiant légitime qui a été compromis. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Il le sait, vous le savez, donc il faut travailler là-dessus. Le troisième paramètre fondamental, ça va être la supply chain. De plus en plus, le risque cyber, c'est un risque qui est un risque lié au tiers. Votre infrastructure, dans le passé, c'était la vôtre, tout se passait chez vous. C'est plus le cas, c'est beaucoup moins le cas, c'est distribué, c'est dans le cloud, il y a toute une kyrielle de prestataires, ce qui fait que vous avez des dépendances, vous avez des clauses contractuelles à vérifier qui peuvent minorer ou aggraver le risque, et vous avez un pilotage de ces prestataires sur la sélection, le suivi de la prestation, la sortie de la prestation à effectuer et à expliquer également à l'assureur. Après, la vie étant ce qu'elle est, au fil du temps, vous allez avoir des crises à gérer. Donc l'assureur, il va regarder aussi de manière assez forte et de plus en plus forte, si on peut dire, comment vous faites pour gérer des crises. Pas de manière théorique, mais de manière réelle. Il va regarder si vous avez des playbooks, si vous faites des exercices. Il va peut-être vous forcer à faire des exercices avec ses consultants. Il va regarder comment vous arrivez à gérer ce risque de manière globale. Le risque cyber, c'est plus seulement un risque technique. Certes, il est technique, mais il est aussi lié aux ressources humaines. Il y a un aspect communication, il y a un aspect gestion de crise, il y a un aspect juridique avec plein de sous-composantes. Donc, il va essayer de comprendre quelle est votre organisation pour gérer ces crises, quelle est la réactivité que vous avez pour aussi vous conformer aux enjeux réglementaires. Vous êtes assuré en France, vous devez porter plainte dans les 72 heures qui suivent la constatation par vos équipes d'une compromission de votre système d'information. Si vous ne faites pas ce dépôt de plainte, vous allez être exclu de votre programme d'assurance, vous ne pourrez pas utiliser votre programme d'assurance. Vous avez aussi les délais légaux liés au GDPR, etc. Donc il y a un faisceau de contraintes juridiques qu'il faut arriver à gérer, et l'assureur, il va essayer de regarder comment vous faites ça. Il va aussi regarder quel est ce qu'on appelle le tone at the top, comment vous avez sensibilisé votre COMEX, votre conseil d'administration, et quelle est leur opinion sur le risque, quelle est leur maturité sur ce risque cyber. Tout ça, il le prend en compte. Il va ensuite regarder la gouvernance du risque cyber en interne. Est-ce que c'est un sujet qui est traité uniquement par les équipes cybersécurité ou système d'information, ou est-ce qu'au contraire, il est traité de manière un peu plus collégiale? Quelle en est l'appréhension? Comment vous faites pour mesurer ce risque-là, mesurer votre exposition? Par scénario, si oui, comment vous allez estimer les tolérances d'interruption que vous pouvez avoir sur vos différents processus critiques et moins critiques, comment vous alignez tout ça, et quels sont aussi votre niveau d'investissement financier au-delà des hommes sur ce risque-là. Donc tout ça, il le regarde, et à la fin, il va regarder aussi finalement votre capacité de gestion de crise, on l'a évoqué, mais surtout comment vous financez ce risque en interne. Le financement du risque, au sens, le risque se concrétise, il se réalise, il y a un incident. Qui va payer? Qui va financer le redémarrage? Qui va financer la reconstruction et la gestion de crise? Il y a plusieurs mécanismes. Il y a les franchises. Donc les franchises, c'est ce qui reste à la charge de l'assuré final. Donc votre filiale aux Pays-Bas est victime d'une attaque par ransomware. Son activité est perturbée pendant 4 semaines. Il y a un coût de gestion de crise, il y a un coût de perte d'exploitation. Ce coût-là, il y a une partie qui va être financée par la franchise que va supporter la filiale des Pays-Bas. Ces franchises, elles doivent être ajustées en fonction de la logique économique de votre groupe, de la capacité d'autofinancement des entités, donc elles peuvent être un peu variables. La franchise, c'est le premier pas. Dans les groupes un peu gros, vous avez aussi une forme d'auto-assurance structurée au travers de ce qu'on appelle des captives, souvent des captives de réassurance. C'est un mot un peu compliqué pour désigner une société de réassurance qui est la filiale d'un groupe qui n'est pas un assureur. Ça permet d'optimiser le montage et d'avoir une efficacité plus forte. Ça permet de prendre en charge, au travers d'un mécanisme assurantiel, tous les risques de fréquence
liées notamment au risque cyber. Donc il va regarder tout ça, l'assureur, pour structurer son offre qui va arriver au-dessus de ces couches de financement interne. Sans financement interne, il n'y aura pas de financement externe. L'assureur ne voudra pas prendre ce risque-là. Donc là, on a vu un peu les dynamiques de marché, la dynamique interne du risque, la volatilité, et aussi finalement la dynamique de la souscription assurantielle. Que va regarder l'assureur? Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'en fait, l'assurance cyber, c'est un outil hyper pratique. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser, mais moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. C'est un outil très pratique. C'est une forme d'assurance un peu atypique. Pourquoi? Parce que vous pouvez, à la différence d'assurance dommage, d'assurance automobile, d'assurance responsabilité civile, l'assurance cyber, vous pouvez la déclencher sur une simple suspicion. Vos équipes informatiques, cybersécurité, on suspecte qu'il se passe quelque chose de louche sur tel poste, telle machine dans tel pays, sur tel process. Sur cette simple base, vous pouvez appeler la hotline de l'assureur cyber qui vous fournit un support de gestion de crise, souvent gratuit et sans franchise pendant les 72 premières heures. Pourquoi? Pour lever le doute, pour vous donner les moyens, des moyens forensiques, des moyens de négociateurs si jamais vous êtes sous ransomware, des moyens juridiques pour porter plainte, pour notifier le régulateur, pour notifier les sujets dont les données personnelles ont été compromises, pour financer et organiser votre communication de crise et organiser aussi finalement du credit monitoring si vous avez des données bancaires qui ont fuité. Tout ça, l'assureur, il a organisé une palette de services qui est à votre disposition sur simple appel, sur la base de cas sur lesquels vous avez une suspicion ou un cas réellement avéré. Donc il ne faut pas hésiter à déclencher aussi pour lever des doutes. Ça sera finalement plutôt bénéfique dans votre posture aussi vis-à-vis de l'assureur et dans votre process de souscription. Donc pas de frein au déclenchement. C'est vraiment très, très concret, très pratique. Et ça intervient aussi, ça vous permet de projeter des moyens de support partout dans le monde, des moyens qualifiés, y compris dans des pays où vous n'avez pas forcément dans vos équipes informatiques locales des gens qui sont habitués à traiter ce genre de cas. Donc vous pouvez avoir le support d'un cabinet externe, de gens qui sont des gestionnaires de crise cyber au quotidien, qui vont aider vos équipes locales, guider et vous aider à outiller la gestion de crise. La deuxième chose que ça apporte, effectivement, c'est un support d'urgence structuré autour d'une méthode de gestion de crise éprouvée pour avoir une opinion très vite sur l'étendue des dégâts, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la porte d'entrée, comment on va gérer tout ça, et essayer de limiter au maximum le délai de perturbation et l'impact financier qu'on va tous avoir à financer dans un second temps. Donc cette organisation de la gestion de crise, c'est une méthodologie clé en main qui vient compléter vos équipes locales. Et puis derrière, bien sûr, il y a la garantie financière. L'assureur va couvrir beaucoup de coûts. Il va couvrir les coûts de forensique, il va couvrir les coûts juridiques, il va couvrir la restauration, il va couvrir les frais de notification, il va couvrir les coûts inhérents à la responsabilité que vous pouvez avoir vis-à-vis des tiers. Peut-être que vos clients vont être impactés, ils vont faire des réclamations. Ces réclamations vont être couvertes. L'assureur va aussi couvrir les frais de communication de crise. Il va couvrir les pertes d'exploitation. Vous aviez un business plan où vous étiez censé récupérer dans les 6 prochains mois X de marge brute. Finalement, ça ne va pas se faire comme prévu du fait de la perturbation. Le différentiel va être pris en charge par l'assureur. Et à la fin des fins, l'assureur, il peut même couvrir le paiement d'une rançon. Ce n'est pas du tout conseillé de payer une rançon, mais si jamais vous êtes dans un cas où finalement la seule option pour ne pas mourir en tant qu'entreprise, c'est de payer une rançon, l'assureur peut vous aider à financer ce paiement de rançon. Donc l'assurance cyber, à la différence d'autres programmes d'assurance, c'est vraiment un outil d'assurance hybride qui est à la fois opérationnel, à la fois financier et à la fois organisationnel. Et qui est déclenchable sur une simple suspicion, pas besoin d'avoir un fait avéré, éprouvé. Donc tout ça mis bout à bout, ça en fait une garantie vraiment intéressante, à la portée de beaucoup de monde, parce que finalement aujourd'hui le marché est baissier, il y a cette concurrence que j'évoquais, il y a de plus en plus d'assureurs qui entrent sur le marché n'est pas du tout saturé. Donc si vous n'êtes pas assuré aujourd'hui, vous pouvez aussi probablement assez facilement, à des coûts raisonnables, vous assurer. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir que vous vous rendiez lisible vis-à-vis de l'assureur. Cette lisibilité, il va falloir que vous acceptiez de rentrer dans un moule fait de questionnaires, fait de questions, d'échanges avec les experts de l'assureur pour que l'assureur comprenne votre activité, les expositions associées à votre activité, vos choix techniques, votre organisation un peu globale et du coup l'enjeu du risque derrière tout ça. Et sur ces bases-là, il pourra vous faire une offre et il sera capable de vous accompagner dans le temps.
C'est pas facile d'aller vers l'assureur comme ça, donc le conseil qu'on peut donner et qu'on donne au niveau de l'AMRAE, c'est de se faire accompagner par un courtier d'assurance qui est votre conseil, qui va vous aider à adresser ce marché-là, à vous rendre lisible et compréhensible du marché. Ce qu'il faut faire aussi, c'est comprendre en fait qu'est-ce que vous achetez. Il y a un certain nombre de clauses, des clauses marché, des clauses un peu plus spécifiques dans ces programmes d'assurance. Il y a des clauses un peu particulières. Vous avez peut-être entendu parler aussi des exclusions liées au risque de guerre. L'assurance, elle est codifiée par un code, le code des assurances qui a été structuré dans les années 30. Dans les années 30, on ne parlait pas de risque cyber. Donc dans les années 30, la guerre, elle était physique. Donc l'exclusion des risques de guerre dans les contrats d'assurance, elle est structurée sur une guerre physique. Aujourd'hui, il peut y avoir des actes de cyberguerre qui impactent aussi des acteurs privés. Si ça arrive aujourd'hui en France et que l'acte qui vous a impacté, qui a occasionné un préjudice, est qualifié par l'État d'acte de guerre, l'exclusion, votre contrat d'assurance ne couvrira pas ce fait. Il ne le couvrira pas et vous allez devoir, si vous voulez contester cette exclusion, c'est à vous qu'incombe la charge de la preuve. À vous, assuré, de prouver que vous n'êtes pas victime d'un acte de guerre. Il n'y a qu'en France que ça marche comme ça. Dans tous les autres pays européens, ce n'est pas à l'assuré de prouver qu'il n'est pas victime d'un acte de guerre, c'est à l'assureur de prouver que son assuré est victime d'un acte de guerre pour exclure pour ne pas faire jouer la garantie. Donc au niveau de l'AMRAE, on a essayé d'influencer un peu tout ça. On a proposé notamment un amendement pour faire changer, faire inverser la charge de la preuve pour le risque de guerre en matière cyber. C'est quelque chose qui est en cours, qui est un peu encalaminé dans les méandres législatifs actuels, on va dire. Donc ça, c'est un amendement qui devrait arriver dans le courant de l'année, qui est validé à la fois par les assureurs, par Bercy et aussi par les assurés, qui vient clarifier une position et remettre le marché français à un niveau équivalent aux autres marchés européens. Donc portez attention à ça, le sujet de l'exclusion du risque de guerre et de la charge de la preuve. Et il y a un deuxième amendement qui est en cours aussi d'étude, qui est soumis par l'AMRAE également, qui est un amendement pour changer le point de départ du délai de la LOPMI. La LOPMI, c'est la loi d'organisation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui impose aux entreprises, aux assurés cyber, de porter plainte dans les 72 heures qui suivent la constatation de la compromission de leur système d'information pour bénéficier d'une garantie d'assurance. Si vous ne le faites pas, c'est exclu. Dans un groupe international, porter plainte dans les 72 heures qui suivent la constatation de la compromission d'un système d'information, c'est possible, mais c'est pas simple et ça nécessite finalement tout ce que j'ai mis un peu sur ce slide, et notamment cette organisation. Parce que le dépôt de plainte, il doit se faire en France, mais aussi à l'étranger. Dans les 72 heures, tous les pays ne sont pas aussi modernes que la France, où vous pouvez porter plainte très facilement, voire de manière électronique. Il y a des pays, il faut prendre rendez-vous, il faut se déplacer en personne, et c'est pas moi qui dois me déplacer, c'est le mandataire social, le dirigeant. C'est assez compliqué à organiser. Et si vous n'êtes pas en capacité de le faire, c'est binaire. C'est la loi, elle est comme ça. L'assureur, il ne va pas faire de sentiment, il va appliquer la loi. Donc vous aurez mis en place une garantie que vous ne pourrez pas exécuter. Donc il ne faut pas mésestimer l'impact de la loi LOPMI sur la capacité des entreprises à exécuter leur programme d'assurance cyber. Fort de ce constat, l'AMRAE, on a proposé de changer le point de départ. Aujourd'hui, c'est 72 heures qui suivent la constatation. Ce qu'on propose, c'est 72 heures. Il faut nous, ce qu'on propose, c'est porter plainte, oui, mais dans les 72 heures qui suivent la notification à l'assureur. Quand vous avez notifié l'assureur, déjà, vous avez une vision beaucoup plus claire de ce qui s'est passé. Votre plainte sera beaucoup plus nourrie, ce qui fait que l'État pourra faire des statistiques avec. Aujourd'hui, dans les 72 heures qui suivent la constatation, les plaintes, elles font une page et demie, il n'y a rien dedans. On ne peut pas faire de statistiques, il n'y a pas de suivi. Et elles sont, pour ce qu'on a pu en savoir, la plupart du temps classées sans suite. Donc il n'y a pas de suite, il n'y a pas de montant, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc ça n'a pas de sens de maintenir cette contrainte sur les entreprises pour ne rien en faire finalement derrière. Donc ce changement-là, il est aussi un peu encalaminé dans les méandres législatifs. Mais tout ça devrait se décanter dans le courant de l'année 2026. Donc voilà les points sur lesquels il faut porter attention. En conclusion, 3 messages clés. Sans prévention, l'assurance n'est pas efficace. Et la prévention, elle ne peut être efficace elle-même que si elle fait suite à une identification et une évaluation du risque. Il faut savoir où sont les zones sensibles, où sont les risques élevés, et c'est sur ces zones qu'il va falloir investir du temps, de l'énergie et des moyens
pour réduire le risque. Et donc ce préalable-là va conditionner votre capacité à mettre en place l'assurance. Et cette assurance cyber, ce n'est pas juste un filet de sécurité, c'est bien aussi un accélérateur de résilience parce que l'assureur va être votre conseil aussi. Hein. L'assureur, il va vous mettre un peu la pression pour aiguillonner votre dispositif et votre feuille de route. Et c'est aussi un partenaire opérationnel. Au plus fort de la crise, en général, votre assureur est là. Il participe au call de crise, que ce soit le week-end ou le soir ou le 14 juillet, etc. C'est souvent ça d'ailleurs, ça arrive souvent le vendredi soir, veille de long week-end, etc. Ben, l'assureur en général il est là et l'assureur à la fin des fins il paye. Quand il y a quelque chose à payer, si on est bien organisé, on arrive à faire payer l'assureur cyber des montants assez conséquents avec souvent pas mal de zéros. Mais pour que le système soit efficace, il faut articuler plusieurs paramètres. Donc la prévention, la gestion des risques, les capacités techniques, au sens technique, cybersécurité, mais aussi technique juridique, contractuelle, etc. Et il faut articuler la structuration du transfert du risque à un tiers, l'assureur, soit directement, enfin toujours avec le courtier, mais soit directement vers l'assureur, soit par l'intermédiaire aussi d'une captive de réassurance, soit pour les entreprises les plus grosses, et c'est aussi un paramètre qui est intéressant à garder en tête, certaines très grosses entreprises se sont associées pour créer une mutuelle dédiée à l'assurance du risque cyber. Donc ça veut dire qu'elles sont allées au-delà de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'elles ont mis du capital ensemble dans une structure assurantielle pour s'assurer les unes les autres. Donc il y a 13 entreprises qui ont fait ça, au travers d'une structure unique en Europe qui est en expansion, qui est capable d'accueillir de nouvelles entreprises. Pourquoi elles ont fait ça? Du fait d'un constat que j'évoquais tout à l'heure, ce marché il est trop petit. Et donc, les très grosses entreprises, elles ont du mal à trouver exactement ce qu'elles cherchent sur le marché de l'assurance. Donc, pour pallier à ça, elles ont créé cette mutuelle qui leur offre des capacités stables à des prix optimisés, mais qui leur offre aussi finalement un miroir pour progresser plus vite. Ensemble, on est plus intelligent et plus efficace que tout seul. Donc, on essaye au sein de cette mutuelle de se challenger les uns les autres au niveau des équipes cybersécurité, au niveau des équipes gestion des risques, pour finalement faire un peu ce que font les cybercriminels. Les cybercriminels, ils s'associent ensemble pour être plus efficaces. Ben, nous aussi, pourquoi on ne le ferait pas? L'intelligence collective, ce n'est pas réservé au volet criminel de la problématique. Donc on essaye de le faire ensemble. Donc voilà ce que j'avais moi à partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, comme on n'est pas super nombreux et qu'on a encore un peu le temps. Alors la mutuelle, elle s'appelle MIRIS, Mutual Insurance and Reinsurance for Information System. Elle est domiciliée en Belgique, parce que la Belgique, l'assurance, c'est une activité régulée. Donc la régulation, elle est homogène au niveau de l'Europe, mais certains marchés sont un peu différents. Et en Belgique, il y a déjà des mutuelles comme ça, c'est-à-dire des mutuelles sectorielles. Il y a par exemple des mutuelles pour assurer le risque nucléaire, porté par des acteurs du nucléaire. Et donc, ce qui n'est pas le cas en France, ce qui n'est pas le cas à Luxembourg ou ailleurs. Donc la Belgique était un terreau intéressant. Donc elle a été créée en Belgique, c'est un projet européen. Il y a des Allemands, des Belges, des Français. Il y a aussi probablement un Italien ou un Espagnol ou un Suédois qui vont rentrer dans le cours des années qui viennent. Elle a été créée avec 12 membres, aujourd'hui il y a 13 membres, plutôt des grands groupes, parce que du coup c'est une mutuelle capitalistique, donc il faut mettre du capital. Sur la base de ce capital, on est coactionnaire. Donc les coactionnaires ont tous la même voix et après chacun peut acheter auprès de cette mutuelle une capacité d'assurance qui va jusqu'à 30 millions d'euros. 30 millions d'euros de capacité, aujourd'hui c'est le plus gros apporteur de capacité individuelle du marché. Et donc chacun des assurés, chacun des membres de MIRIS achète 30 millions d'euros à la structure à un prix qui est un prix plus compétitif que le prix de marché. Ça, c'est le côté assurantiel. Et le deuxième volet du projet, c'est un volet de gestion technique du risque, en fait, avec les ciseaux. Donc, tous les ciseaux de ces entreprises-là sont aussi impliqués dans un processus collaboratif pour définir ensemble des méthodes de meilleure identification et gestion du risque, des méthodes de partage d'informations. Quand on a une compromission, on partage les IOC en temps réel entre nous pour essayer de se protéger les uns les autres un peu mieux que quand on est tout seul. Donc voilà, le projet a été lancé en 2022. L'agrément pour opérer en tant que mutuelle a été donné entre Noël et le 1er de l'an 2023. La mutuelle a commencé à souscrire des risques au 1er janvier 2024. Et donc là, ça fait 2 ans c'est sa 3e année de souscription, c'est 2026. Donc, et elle cherche activement, mais assez mollement quand même, on va dire,
des nouveaux membres. Donc si vous êtes dans une entreprise qui serait intéressée, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je peux relayer la sollicitation à l'équipe de management. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Ouais. Et effectivement, donc la question, c'est Myris, effectivement, c'est plutôt réservé à des grands groupes. Parce qu'il y a un ticket d'entrée de 5 millions d'euros à mettre sur la table, et ces 5 millions d'euros, finalement, ils vous exposent à payer des sinistres pour les autres. Donc ça, il faut pas. C'est vraiment un principe de solidarité. Donc les autres vont payer vos sinistres si jamais vous en avez, et vous pouvez aussi payer les sinistres des autres alors que vous n'avez aucune prise sur ce que font les autres. Donc c'est aussi une question de confiance, de partage de référentiels, d'une certaine philosophie de la gestion du risque cyber. Ouais. Alors effectivement, la question c'est est-ce qu'une certification type ISO 27001 a un impact sur la tarification du risque, l'accès à l'assurance et éventuellement l'accès à l'entrée dans la mutuelle. Oui, effectivement. Alors, l'accès à l'entrée dans la mutuelle, non, c'est un des critères d'appréciation, mais il n'y a pas de lien direct. Vous êtes ISO 27001, ouais, ça fait partie des choses qui sont regardées, mais ce n'est pas un prérequis. L'assureur, il va regarder ça aussi, c'est pas non plus un prérequis. Et c'est sûr que si vous êtes ISO 27001, votre dossier, il est plus sexy qu'une entreprise qui l'est pas. Ou du moins, il est plus lisible parce que vous avez déjà une grille de lecture commune. L'assureur sait que vous avez été audité par un tiers indépendant qui a regardé une grille de lecture qu'il comprend. Donc, ça lui simplifie le travail. Donc, c'est sûr que toutes ces certifications ou les référentiels, au-delà de la certification, les référentiels sur lesquels vous pouvez vous adosser, voilà, NIST, NIST 2, ce type de référentiel-là, c'est utile, ça vous rend lisible plus facilement vis-à-vis des assureurs. Les assureurs, ils regardent aussi certaines évaluations du style BitSight, Security Scorecard, etc., pour se faire une idée aussi de comment voilà, un tiers extérieur évalue votre risque. Ça vaut ce que ça vaut, mais ils le regardent quand même. La question, c'est sur est-ce que les assureurs quantifient le risque cyber d'une entreprise? Oui, ils le font dans le processus de souscription. Après, vous n'avez pas forcément tout le temps, selon les modalités selon lesquelles c'est fait, vous n'avez pas tout le temps accès aux résultats de la quantification de manière détaillée. Mais par contre, dans certains cas, ils peuvent vous aider à le faire et vous pouvez le faire ensemble, effectivement. C'est possible. Ou alors, si vous l'avez fait, ils vont challenger votre quantification et ils vont la prendre en compte dans leur processus de souscription. Donc c'est assez souple en termes de mode de fonctionnement, mais de toute façon, ils vont le faire. Voilà. Soit ils le gardent pour eux en disant j'ai fait la quantification et sur cette base-là, je ne fais pas d'offre, ou je fais une offre et elle est comme ci, comme ça, mais vous n'avez pas accès aux détails de la quantification. Mais dans la plupart du cas, ils sont assez transparents et ils vous partagent les résultats parce que ces résultats vont vous servir aussi pour vous améliorer en fait. Donc, et si vous l'avez fait vous-même, vous allez leur expliquer. Moi, j'ai fait la quantification, il ressort ci, ça. Et sur cette base-là, ils vont ajuster leur offre ou construire leur offre comme ça. Ouais. Mais souvent, soit ils ont leurs propres équipes internes qui font ça. Les plus gros assureurs, ils sont staffés pour ça. Ceux qui sont un peu plus petits sur ces lignes de marché, ils font appel à des cabinets de conseil pour les aider. Cabinets de conseil du style Wavestone, voilà, tous les cabinets qui sont là, certains d'entre eux peuvent être des prestataires des assureurs, soit des cabinets de conseil, soit des cabinets d'expertise post-sinistre. En fait, quand il y a un sinistre, il va falloir évaluer l'ampleur des pertes, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Exactement comme s'il y avait un incendie ici, il y aurait un expert, au sens expert d'assureur. Et ben, du coup, il y a toute une expertise qui s'est développée là-dessus et qui est mise en jeu au moment des sinistres, mais qui peut aussi être mise en jeu au moment de la souscription, en amont, en fait. Donc, ça dépend des acteurs. Alors,
Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Donc, l'État français, en 2023, il a fait évoluer la loi. Il a mis en place ce qu'on appelle la LOPMI, la loi d'organisation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Cette loi, elle impose de porter plainte, comme je vous l'ai dit, dans les 72 heures, qui suivent la constatation de la compromission d'un système d'information. Pourquoi ils ont fait ça? Et Myriam Kemner en a peut-être parlé, pour avoir des statistiques, savoir combien d'attaques il y a, quels sont les attaquants, quels sont les coûts, quel est le niveau de perturbation, etc. Au final, on n'a pas accès à ce fichier-là. Mon avis, mais c'est une opinion très personnelle, il n'y a rien dans ce fichier, parce que finalement, ce qu'ils ont récolté, c'est rien d'exploitable. Ils ont dû avoir quelques plaintes par an, et ces quelques plaintes par an, quand vous les analysez, il n'y a très probablement rien dedans, parce que dans les 72 premières heures, il n'y a rien. Donc, ils doivent avoir quelques informations complémentaires sur les OIV, les structures vraiment critiques, mais sur l'entreprise lambda, qui n'est pas critique pour la nation, ils n'ont rien. Donc du coup, il n'y a pas de stats, et on leur a demandé, nous, Amrae, de communiquer ces stats-là, et aujourd'hui, on n'a pas de réponse, et probablement parce qu'en fait, la réponse est que c'est trop pauvre. Alors par contre, dans l'étude Lucie qui est accessible, il y a des stats, il y a les stats des sinistres, combien ça coûte par tranche de société, etc. Les assureurs et les courtiers ont aussi des stats. Si vous avez besoin de justification, il faut se rapprocher de votre courtier. Votre courtier, il a accès à l'étude Lucie, mais il a aussi son propre portefeuille. Les gros courtiers, ils ont toute une activité autour de tout ça. Et dans l'opération de souscription, ils peuvent vous partager des éléments tangibles avec des benchmarks, avec la dispersion des sinistres sur les métiers de votre entreprise, etc. Ça, c'est des choses qui existent en fait. Oui, en tant que particulier, donc là, moi j'ai parlé des entreprises parce que l'association que je représente, elle est focalisée sur les entreprises. Mais un particulier, moi je peux m'assurer contre le risque cyber, alors pas pour les mêmes sujets, et je suis peut-être déjà assuré contre le risque cyber, parce que mon contrat d'assurance habitation, il est possible qu'il y ait, s'il est un peu moderne, qu'il y ait quelques couvertures cyber. Le contrat d'assurance de ma carte bancaire, certains contrats d'assurance que j'ai déjà, il faut les regarder un peu ce qu'ils couvrent, et à l'intérieur, il y a probablement des éléments sur la cyber-réputation, le cyber-harcèlement pour vos enfants, des choses comme ça. Mais il peut y avoir des couvertures que vous avez déjà, pas besoin de racheter quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, en faisant évoluer votre contrat d'assurance habitation ou le contrat de votre carte bleue, vous pouvez avoir accès à ces choses-là, ou vous pouvez le souscrire à l'extrême isolément, à part, c'est pas très cher. Et effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal. Oui, effectivement, la question c'est est-ce qu'à terme, les compagnies d'assurance vont se spécialiser sur le risque particulier cyber? Je ne suis pas sûr, parce qu'à mon avis, c'est trop petit. On voit là, le marché, il est trop petit, donc ça va peut-être que dans 50 ans, on en reparlera. Mais aujourd'hui, à court terme, ils ne vont pas se spécialiser là-dessus, parce que le principe de l'assurance, c'est la mutualisation et la diversification. Donc si vous êtes monomarché, si vous êtes un assureur que de risque cyber, que particulier, c'est la mort en fait. Donc il faut avoir du cyber, de l'assurance automobile, du dommage, de la santé. Et là ça marche parce que toutes les branches vont pas souffrir de la même manière, vont pas avoir la même dynamique. Il y a des branches qui sont positives une année et les autres sont très négatives. Ça, c'est une bonne question aussi. Donc, la question, c'est, j'ai indiqué que les entreprises françaises, elles achètent leurs assurances en France et après, elles les déploient à l'étranger et elles assurent toutes leurs activités dans tous les pays par le même programme d'assurance. En fait, il y a une technique assurantielle qui permet d'avoir ce qu'on appelle des programmes internationaux, qui permet, on achète en France ou dans un autre pays européen si on était une entreprise allemande, et après, on peut livrer la garantie d'assurance dans les pays de manière un peu différenciée à l'intérieur d'un même écosystème. C'est toujours le même assureur, celui avec qui j'ai contracté à Paris, qui va émettre une police d'assurance dans certains pays sur la base du contrat que j'ai négocié à Paris. Et demain, donc il y a une première couche d'assurance qui est livrée localement.
jusqu'à, mettons, 10 millions d'euros. Si on prend l'exemple, par exemple, des États-Unis, j'ai une activité aux États-Unis, je vais mettre en place une police d'assurance via mon assureur cyber aux États-Unis, jusqu'à 10 millions d'euros. Et si j'ai acheté une garantie qui fait 200, les 190 autres millions, ils seront livrés à partir de Paris si jamais on a épuisé la garantie du bas. Donc il y a toute une technique assurantielle qui fait que ça marche dans tous les pays du monde avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de complexité selon les réglementations locales, vous avez raison. Il y a des pays qui sont plus stricts, d'autres un peu plus souples, et donc le marché s'est structuré et il sait faire ça en fait. Donc on est capable de négocier centralement et de livrer la même garantie partout dans le monde. Et s'il y a un sinistre, c'est le même assureur qui paiera. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de congrès.